Christophe Ondelatte. Une histoire exotique aujourd'hui, puisque le meurtre a lieu en 2004 au Brésil, dans la région de Salvador de Bahia, au pays de la samba. Mais c'est bien un Français qu'on a tué. Il s'appelait Sébastien Brun, il était fleuriste à Grenoble. Pour le débrief, j'ai invité le journaliste Fabrice Margaillan, du journal Le Dauphiné, qui a couvert les deux procès. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est l'histoire d'un garçon de 31 ans qui s'appelle Sébastien Brun. Il a un magasin de fleurs à Grenoble qu'il gère avec sa sœur et qu'ils ont tous les deux hérité de leurs parents. Et Sébastien a une compagne brésilienne, Denise avec un Z, qui d'ailleurs travaille au magasin avec lui. Ils viennent d'avoir un petit garçon et au mois de juillet 2004, on part en vacances au Brésil avec Denise et le petit, chez elle, près de Salvador de Bahia. Ah bon? Et vous rentrez quand? Fin août, quoi. Écoute, mon fils, bon voyage, hein? Profite. C'est bien d'être jeune. Et donc, en juillet, la petite famille s'envole pour Salvador de Bahia. Ça fait rêver, hein? C'est le pays de la samba, Salvador de Bahia. Une caipirinha face à la baie, le paradis, hein? Le paradis. Tellement le paradis que fin août, Denise appelle ses beaux-parents. Sébastien ne rentrera pas tout de suite. Il a décidé de prolonger ses vacances ici, hein? Il a décidé de rester avec le gamin. Bon, c'est étrange, mais on comprend qu'il ait voulu jouer le lézard au soleil. Il sait que son père peut le remplacer au magasin. Enfin, il aurait pu appeler lui-même quand même, hein. Mais bon, profite mon grand, profite. Et donc Denise rentre toute seule. Elle a laissé là-bas son garçon à sa mère. Arrive le mois de septembre et Sébastien n'est toujours pas rentré. Et en octobre, Denise débarque avec une sale nouvelle. Bon, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il rentrait pas. Il veut rester là-bas. Il m'a dit qu'il voulait recommencer une nouvelle vie. Qu'il en avait marre de la France. Ah bon? Il veut rester au Brésil? Il veut plus vivre en France? C'est ce qu'il t'a dit? Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Et le petit reste là-bas aussi. Le petit, il l'a laissé à ma mère. Mais vous inquiétez pas, elle sait très bien s'occuper des enfants. Et puis j'irai le chercher. Hein. Bon, pour les parents, c'est dur à avaler. Mais c'est son choix. D'autant que Denise leur dit régulièrement « Il m'a appelé, il va bien, il vous envoie le bonjour. » Ça les rassure, les parents. Et puis Noël arrive, et toujours pas de Sébastien, ni du gamin. Il est bien triste ce Noël sans eux. Les mois passent. Janvier, février, mars. Les parents, de plus en plus inquiets que leur fils ne les ait même pas appelés, décident d'aller sur place au Brésil, dans la région de Salvador de Bahia, d'où Denise est originaire. Et là-bas, ils vont voir la mère de Denise. Chez elle, ils trouvent leur petit-fils radieux, mais pas de Sébastien. Et là, la mère de Denise leur dit quelque chose d'hallucinant. Mais il est rentré en France, Sébastien? Non, il n'est pas rentré en France. Enfin, Denise a dit qu'il restait au Brésil. Qui ment? La mère ou la fille? Il y en a une des deux qui ment, c'est certain. Et donc les parents vont tout de suite porter plainte auprès de la police brésilienne. Et quand ils rentrent à Grenoble, ils saisissent aussi la police française. On comprend pas. Denise nous a dit qu'il restait au Brésil, qu'il voulait changer de vie. Et donc on est allé là-bas, et sa mère nous a dit qu'il était rentré en France. Et c'est pas vrai. Il n'est pas rentré. Mais pourquoi est-ce que vous avez mis 8 mois à venir signaler la disparition de votre fils, messieurs, dames? Mais c'est qu'au début, on a cru que c'était
c'était volontaire de sa part, quoi. On n'avait pas de raison de douter de ce que nous disait Denise. C'est une chic fille, Denise, vous savez. Une chic fille. Même si les parents viennent de découvrir qu'elle a vendu la voiture de Sébastien et qu'elle a aussi siphonné son assurance vie. Mais c'est une chic fille. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Là-dessus, Denise annonce qu'elle retourne au Brésil. Bon, j'y vais, hein. Je vais récupérer notre fils et je vais le ramener, quoi. Et c'est au Brésil que Denise apprend que ses beaux-parents ont porté plainte. Pas contre elle, hein. Mais dans sa tête, c'est tout comme. Et d'ailleurs, quand elle rentre à Grenoble, elle est convoquée par les flics. Mais enfin, c'est les parents qui mentent. Hein, pourquoi ils ont mis 8 mois à porter plainte? Vous vous êtes posé la question? Sébastien, il a voulu rester là-bas, c'est sa décision. D'ailleurs, j'ai une vidéo que Sébastien a faite au mois d'août. Je leur ai montré. Regardez. Écoutez bien la bande-son de cette vidéo. C'est très troublant. Les images montrent Sébastien dans un hamac. Je suis très bien dans mon hamac. Je n'ai pas du tout envie de rentrer. Et d'ailleurs, je ne rentrerai pas. Ah, c'est la belle vie ici. Je suis complètement fou de ce pays. Je rentrerai pas, hein. Et c'est vraiment lui sur la vidéo. Mais en même temps, est-ce que ça ne vous est pas arrivé de faire une vidéo pour rire? D'envoyer des cartes postales depuis un coin de paradis en disant « Je ne rentrerai pas ». Et puis vous êtes rentré. Mais ça n'est pas le seul élément troublant que Denise fournit aux policiers. Ah ben regardez, c'est son petit cahier de compte secret. Parce qu'il faut que je vous dise, il est pas net, hein, Sébastien. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer. Au magasin, il trafique pas mal. D'abord, il a fait du black. Regardez, là, c'est écrit black. Et puis, il était racketté. Moi, par qui, je sais pas, hein. Mais je sais que depuis sa disparition, ils le cherchent. Ils m'ont dit qu'il leur devait de l'argent. Moi, je pense que ses parents sont au courant de tout. Ils vous en ont pas parlé, hein. Vous savez, les parents, ce qui les intéresse, c'est de récupérer leur petit-fils en me mettant tout sur le dos. Mettez-vous à la place des flics à ce moment précis. Elle a fourni des preuves. La vidéo. Elle a décrit un contexte mafieux. Il la croit. Pas vous? Vous, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, puisque je m'étale sur les explications de Denise, c'est qu'elle n'est pas nette. Eh ben, c'est pas sûr. En attendant, les policiers interrogent l'entourage de Sébastien. Ah, moi, il m'avait pas dit qu'il avait l'intention de rester là-bas au Brésil. Il a toujours été prévu qu'il rentre. D'ailleurs, il venait d'acheter un deuxième magasin, enfin, un petit kiosque de fleuriste. Et puis, les flics plongent dans la comptabilité du magasin de fleurs, à la recherche de signes que Sébastien faisait du black, du blanchiment, qu'il était racketté. Rien, aucun signe de magouille, rien, nada. Elle aurait donc menti là-dessus, Denise? Et si elle a menti là-dessus, est-ce qu'elle n'a pas menti sur tout? Et puis, il s'avère que Denise a des cornes, et même une sacrée paire de cornes. Elle était cocue, et d'après ce que disent ses amis, elle le savait. Et de ça, elle n'a pas parlé aux policiers. C'est étrange parce que c'est un sacré mobile pour un meurtre, ça. Un cocufiage. Jusque-là, je vous l'ai dit, les policiers avaient plutôt tendance à croire ce que leur disait Denise. Elle a l'air tellement sincère, tellement gentille. Mais maintenant, ils ont le début d'un doute. Est-ce qu'elle ne leur jouerait pas la comédie? Alors, ils la placent sur écoute. Et le résultat est stupéfiant. À aucun moment, vous entendez, aucun moment, elle ne parle de Sébastien et de sa disparition. À personne. Pas un mot. Elle qui, à chaque fois qu'elle est interrogée par les flics, pleure toutes les larmes de son corps. Quelle comédienne!
On apprend aussi, par des amis de Sébastien, quelque chose qui pourrait être déterminant. Ah, mais Sébastien, il voulait la quitter. Elle vous l'a pas dit, ça? Non. Ah, il me l'avait dit. Il n'en pouvait plus. Par ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que Denise était cocu. Or, il s'avère que depuis la disparition de Sébastien, elle s'est bien rattrapée, avec un de ses amis à Grenoble, un homme marié. Quand ils le découvrent, les policiers convoquent le monsieur. Oui, c'est vrai, on a été amants. Mais on l'est plus aujourd'hui. À un moment donné, je lui ai dit, Denise, je vais quand même pas quitter ma femme pour toi. Et là, elle s'est mise dans une colère. Et alors, le soir, elle a voulu absolument qu'on mange ensemble. Et elle a préparé à manger. Et puis on est passé à table. J'ai mangé. Et après, je me souviens plus de rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai quand même passé 2 jours de coma à l'hôpital. De coma? Les médecins vous ont dit ce qu'elle vous avait administré? Ah ben oui. Ils m'ont dit que c'était du Lexomil, un anxiolytique. Et quand vous êtes sorti du coma, monsieur, vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bah qu'elle m'avait drogué, quoi. J'avais vu qu'elle n'avait pas mis la même vinaigrette dans sa salade que la mienne. Droguée? Elle est donc capable de ça, Denise? Eh bien, sans doute. Parce que dans son dossier, le juge d'instruction a un autre témoignage, du même tonneau. Une employée du magasin de fleurs. Ah ben, un matin, Sébastien, il est arrivé à la boutique, il était tout mou. Alors, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et il m'a raconté que la veille au soir, Denise avait sans doute mis quelque chose dans son verre. En tout cas, il m'a dit qu'il s'était endormi d'un coup. Donc elle en est capable, la diablesse. Et si c'était ça qui s'était passé au Brésil? Glou, 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 bois ta caipirina, mon chéri, et bam, il s'effondre, et bim, elle le tue. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de ça. Mais c'est une hypothèse qui tient debout. Et du coup, dans la tête de la juge et des policiers, commence à se dessiner le portrait d'une autre Denise. Plus tordue, beaucoup plus tordue, plus perverse, plus menteuse. Une femme qui serait capable de tuer. En attendant, cette histoire de somnifère change un peu la donne, et donc le procureur élargit le champ de l'enquête. Pour lui, ça n'est plus une disparition inquiétante, c'est un homicide volontaire, un meurtre. Et il ouvre une deuxième information pour administration de substances nuisibles. L'étau se resserre, ma petite Denise. L'étau se resserre. Cette Denise, il est peut-être temps que je vous donne son nom, puisque pour elle, ça sent le pâté. Elle s'appelle Denise Suarez. Et en septembre 2006, 2 ans après la disparition de Sébastien, elle est placée en garde à vue. Et les policiers commencent par lui parler d'autre chose que de la disparition de Sébastien. C'est stratégique, bien sûr. Alors, madame, nous avons recueilli le témoignage de l'un de vos amants, qui nous a donc raconté qu'au cours d'un déjeuner en tête-à-tête, vous avez versé un somnifère ou un anxiolytique dans la sauce de sa salade. Vous confirmez ça? Ah ben oui, le pauvre. C'est vrai que je l'ai intoxiqué, mais c'était un accident. À l'époque, je prenais moi-même du Lexomil. J'en prenais 3 comprimés par jour. Et j'avais pris l'habitude de les mélanger à la vinaigrette de ma salade. Ça passe mieux comme ça. Et ce jour-là, je me suis trompé de salade, c'est tout. Madame, il a fait 2 jours de coma. Vous ne lui avez pas donné 3 comprimés. Ah? C'était peut-être 4 alors. C'est mal parti pour la miss, non? Si. Les policiers entrent ensuite dans le vif du sujet. Madame, concernant la disparition de Brun-Sébastien, vous avez fait état à plusieurs reprises auprès de vos beaux-parents, enfin de ses parents, puisque vous n'êtes pas mariés, de coups de téléphone rassurants que vous auriez reçus de sa part. Or, nous avons examiné le relevé de votre téléphone portable, madame.
nous n'avons trouvé aucune trace de ces appels. Vous avez une explication? Oh, ses parents voulaient tellement rassurer. J'avoue que j'ai inventé, quoi. Pour eux. Pour qu'ils s'inquiètent pas trop. Vous avez affirmé toujours aux parents de Brun-Sébastien qu'il avait souhaité rester au Brésil et ne plus revenir en France. Vous confirmez? Mais oui. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Je vous jure. Au bout de 48 heures, arrive la fin de la garde à vue. Denis Suarez n'a rien lâché de plus, mais peu importe. À l'issue, elle est déférée devant la juge d'instruction, et là ça se corse. Bien madame, je vous informe que j'ai décidé de vous mettre en examen des chefs de faux, escroquerie et administration de substances nuisibles avec préméditation. À ce stade, je n'irai pas plus loin. Mais je dois vous informer que je vais demander au juge des libertés votre placement en détention provisoire. Ça se corse pour la Miss Denise, avec un Z. En attendant, l'instruction se poursuit. Et la juge d'instruction, Madame Masse, décide d'aller sur place, au Brésil, avec le commandant de police qui dirige l'enquête. Et là, vous noterez au passage que la justice française ne lésine pas sur les moyens. Et d'ailleurs, ce n'est pas un cas unique. Vous n'imaginez pas le temps et l'argent que la justice de notre pays consacre aux enquêtes criminelles. Je sais que notre justice est critiquable et critiquée. Mais pas là-dessus. Amen. Pour la juge, il s'agit de reconstituer minute par minute l'emploi du temps de Sébastien et de Denise dans les heures qui précèdent la disparition. En garde à vue, elle a dit que le 17 août, Sébastien est parti de chez sa mère pour aller rendre sa voiture de location à Salvador de Bahia et que depuis, elle ne l'a pas revu. Il aurait donc disparu à Salvador de Bahia. Alors est-ce que ce jour-là, à Salvador, quelqu'un a vu Sébastien ? Avec l'aide de la police fédérale brésilienne, la juge fait publier sa photo dans les journaux du coin. Aucun retour. Donc, peut-être qu'il n'a jamais quitté Caboutsou, le village natal de Denise. Mais à Caboutsou non plus, personne ne l'a vu. Ensuite, la juge et son acolyte policier décident d'aller à l'hôtel où a été tournée la fameuse vidéo dans le hamac, à Imbasay. C'est à 150 km de Salvador de Bahia. Bonjour madame. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur et cette dame? Ah oui. Ils sont passés une nuit ici. Attendez, je regarde dans les registres. Voilà. C'est la nuit du 17 au 18 août 2004. Tiens, Denise a dit qu'elle n'avait plus de nouvelles de Sébastien depuis le 17 août. Or, il s'avère que le 18, ils étaient ensemble. Elle a menti. Mais c'est après que ça se corse. Une amie de Denise raconte que le 18, sur le chemin du retour vers Caboutsou, Sébastien et elle se sont arrêtés chez elle en fin d'après-midi. Et elle dit que Sébastien était complètement dans le coltard. Il fallait qu'elle lui tienne le bras pour marcher. Il avait le regard dans les vagues. Il avait l'air complètement drogué. Tiens, ça vous rappelle quelque chose? Elle a dû encore mélanger les vinaigrettes. Ce que la juge Masse découvre aussi, juste avant de rentrer à Grenoble, c'est que le lendemain de cet épisode, Denise est allée dans un autre hôtel et qu'elle était seule. Donc, si on part de l'hypothèse qu'elle l'a tué, le meurtre a eu lieu entre le 18 et le 19 août. Pour la juge Masse, il a été très payant, ce voyage au Brésil. À son retour à Grenoble, la juge fait extraire Denise Suarez de sa cellule. Elle l'a fait venir dans son bureau. Bien, madame. Au vu des derniers éléments de mon instruction, et notamment d'informations
que j'ai pu recueillir au Brésil. Je vous informe que j'ai l'intention de vous mettre en examen pour homicide volontaire sur la personne de Sébastien Brun. Homicide volontaire. Autrement dit, assassinat. Là, c'est une autre limonade. Mais l'interrogatoire qui suit, malgré les éléments que la juge a rapportés du Brésil, ne fait pas avancer le schmilblick. À ce stade, la juge a des suspicions, mais elle n'a pas de preuves. Pas vraiment. Elle a de bonnes raisons de penser que Denise a tué Sébastien, mais ça n'est pas avec de bonnes raisons qu'on renvoie quelqu'un devant les assises. Et donc finalement, 4 ans après la disparition de Sébastien, Denise est remise en liberté. Un peu moins d'1 an plus tard, c'est au Brésil que ça bouge. Entre-temps, les parents de Sébastien ont fait savoir aux Brésiliens qu'ils offraient 20 000 € à quiconque ferait avancer l'enquête. Dans un pays aussi pauvre, forcément, ça crée des vocations. Et un homme se présente aux policiers brésiliens. Vous enquêtez, n'est-ce pas, sur la disparition d'un gringo, un français? Moi, je sais ça qui s'est passé. Il a été tué par sa femme, avec l'aide de son frère, Messias, et de son demi-frère, Almir. Et ben voilà. Quand la juge apprend ça, elle décide de retourner au Brésil. Et elle va tout droit à Cabutsu avec la police brésilienne pour interroger le frère, Messias. Au passage, l'oiseau a déjà un petit pédigré, violence et trafic de drogue. Et là, il tombe sur un ami de Messias qui s'appelle Claudio. Alors il l'interroge. Est-ce que tu sais, oui ou non, ce qui est arrivé à la jeune française? Non, je sais rien. Si je vous dis quelque chose, est-ce que vous m'offrez une protection? Une protection? Ok, d'accord. Mais tu nous dis des choses, hein? Et là, Claudio amène tout le monde, les Brésiliens plus la juge française, dans une carrière de sable, à la sortie de Cabutsu. Un jour, on est venu ici avec Messias. C'était pour prendre du sable. Et moi, il voulait en prendre de ce côté-là. Et là, il m'a dit, non, de ce côté-là, il y a un corps que j'ai mis. Et c'était là, quoi. On creuse, et on tombe sur le corps de Sébastien Brun. D'après Claudio, pour obtenir l'aide de son frère Messias, Denise a prétendu que Sébastien la battait, qu'il allait finir par la tuer. Et donc, ils ont mis quelque chose dans un verre. Sébastien est tombé dans les vapes. Ils l'ont emmené dans la carrière de sable. Ils lui ont donné un coup de pelle sur la tête. Et ils l'ont mis dans le trou. Et ça, les amis, aux assises, ça vaut perpète. Et Messias, alors, qu'est-ce qu'il en dit? En garde à vue, les policiers brésiliens lui collent sur la table les photos du squelette de Sébastien. Je sais pas. Je sais pas. Il ne sait pas. Mais il a compris qu'il était coincé. Alors au bout de quelques minutes, il finit par confirmer ce qu'a déjà raconté son copain Claudio. À un détail près. Je l'ai poussé dans le trou. Il était mort, hein, ça y est, je suis sûr. Il n'est pas idiot, le Messias. Parce qu'enterrer un type vivant, c'est un facteur aggravant. De retour en France, la juge convoque à nouveau Denise Suarez. Bien, madame, je vous informe que j'ai décidé de vous mettre en examen du chef d'assassinat. Et je vais demander au juge des libertés votre réincarcération. Denise retourne en prison. Ensuite, on réalise une autopsie des restes de Sébastien Brun. Autrement dit, de son squelette, il ne reste plus rien d'autre. Et sur les dents, les experts toxicologues trouvent un élément bien intéressant. Ah, mais dans les dents, j'ai trouvé du cyanure, figurez-vous. Du cyanure? Ah oui. Du cyanure. Ça c'est pas très moderne comme poison. On pourrait se croire dans un Agatha Christie. Et c'est sans doute ça qui l'a tué, c'est pas le coup de pelle.
c'est le cyanure. À cette réserve près que du cyanure, il y en a dans le manioc. Et du manioc, il y en a tout un champ juste à la sortie du village. Les avocats de la mise vont pouvoir en jouer. Et donc la preuve est une demi-preuve. Mais bon, aux assises, ça devrait passer. Même si elle ne bougera pas jusqu'au procès, hein. Elle est innocente. Le procès de Denis Suarez s'ouvre le 2 février 2012 à Grenoble. Et dès le premier jour, l'avocat de Denise, maître Ripper, s'en prend au président qu'il ne peut pas piffrer. Et ça ne date pas d'hier. Nous disons ici, monsieur le président, que depuis le début de cette audience, vous vous comportez en accusateur. Hein, vous semblez être déjà convaincu de la culpabilité de ma cliente. Et ça transparaît dans toutes vos questions. Votre rôle ici doit être impartial. C'est inadmissible. Maître Ripper est un vieux renard. Et il en remet une couche toute la journée. Et le lendemain aussi. Si bien qu'au bout de 2 jours, le président est complètement déstabilisé. Bien. Je constate que la sérénité des débats n'est plus garantie. Et donc je décide d'ajourner le procès. L'audience est levée. Ça, c'est vraiment pas banal. Deuxième procès 9 mois plus tard, devant la même cour d'assises, mais évidemment pas avec le même président. Denis Suarez n'a pas bougé d'un iota. Elle est innocente. Mais elle se comporte mal. Elle coupe les témoins pendant leur témoignage, elle les agresse. C'est pas bon ça, Denise, c'est pas bon du tout. Faut pas faire ça quand on veut sauver sa peau. À la fin, l'avocat général retient l'idée d'un crime passionnel. Et ça, en revanche, c'est plutôt bon pour Denise, parce que on est souvent plus indulgent avec les auteurs de crimes passionnels. Dès lors, je vous demande de condamner Madame Suarez à une peine de 15 années de réclusion criminelle. Ah oui, si elle est condamnée à 15 ans, elle s'en sort bien. Maître Ripper, bien sûr, plaide l'acquittement. Les jurés se retirent pendant 4 heures. Et finalement, Denis Suarez s'en sort pas mal du tout. Elle est condamnée à 17 années de réclusion criminelle. Elle en a déjà fait 5. Et au petit jeu des remises de peine, sur les 17, elle en fera 12. Elle a été libérée en 2019. Quant à son frère Messias, on a voulu le juger au Brésil. Et puis finalement non, il a été déclaré irresponsable pour raison psychiatrique. Cette histoire, nous allons la débriefer avec vous, Fabrice Margueillan. Vous êtes journaliste au Dauphiné. On dit plus libéré, le Dauphiné libéré? Non? Si, on est toujours Dauphiné libéré. Vous êtes toujours libéré. Bon, vous avez en tout cas couvert les 2 procès, le premier qui a été extrêmement rapide, et puis le deuxième qui est allé jusqu'à son terme. On en dira un mot tout à l'heure. Peut-être d'abord un premier commentaire sur la peine, qui est donc de 17 ans de réclusion criminelle. Moi, j'essaye de me mettre à la place des gens qui écoutent. On leur dit, c'est un assassinat, c'est perpète, et ça se termine par 17 ans. Quelle est votre explication, à vous qui avez assisté au procès, sur cet apparent hiatus? La première chose que les auditeurs doivent bien comprendre, c'est que la perpétuité, c'est la peine maximum encourue. Elle n'est pas systématiquement, loin de là, prononcée par les cours d'assises lorsqu'il y a des assassinats, je dirais, commis par des personnes qui n'ont pas déjà un lourd casier judiciaire. En l'occurrence, concernant cette affaire, au fond, c'est un peu ça la question, c'est-à-dire, lorsqu'il dit c'est un crime passionnel, l'avocat général semble l'avoir emporté auprès des jurés, c'est-à-dire qu'on a typiquement une peine de crime passionnel. Oui, on peut dire ça. Après, on peut aussi remarquer, et un des avocats des parties civiles avait ironisé à l'issue du procès sur ce fait, on peut aussi remarquer que la cour d'assises est allée au-delà des réquisitions de l'avocat général, oui, 2 ans qui plus. avait requis 15 ans, 2 ans de plus, et donc un des avocats de la partie civile avait ironisé en disant 15 ans pour les faits, 2 ans pour la défense. À quoi ça tient, selon vous, cette mansuétude? Est-ce que cette femme, d'une manière ou d'une autre, telle qu'elle se comporte dans
dans le box est touchante ou a l'air perdue ou... Elle est par moments touchante et oui, elle a l'air perdue. J'ai souvenir qu'elle a, alors pas forcément fait de malaise, mais elle s'est plainte à plusieurs reprises de douleurs ou de difficultés de santé lors du second procès. Elle avait cette fatigue, cette lassitude et le fait que aussi certaines personnes, ce qui a peut-être aussi troublé les jurés, sont venues témoigner en sa faveur, en disant qu'elle était incapable d'avoir commis de tels faits, que c'était une femme remarquable, enjouée, travailleuse. Donc il y avait une forme de, je dirais pas de doute, mais de double personnalité entre ce qui était présenté par l'avocat général et les parties civiles, savoir quelqu'un de manipulateur, calculateur, et ce qui était présenté par la défense, une pauvre femme issue d'une famille très modeste au Brésil, qui avait fait sa place en France et qui se retrouvait en quelque sorte accusée à tort. Donc on ne peut pas dire que c'est une peine, parce que le doute doit profiter à l'accusé, on ne peut pas dire que c'est une peine dans le doute, mais je pense qu'il y a eu... des sortes de circonstances atténuantes, quoi. Ou alors les jurés, tout simplement... se sont dit qu'elle ne méritait pas la perpétuité. Il faut absolument que vous nous racontiez ce coup d'éclat de Maître Ripert au premier procès. Bon, je suppose que Maître Ripert, vous le connaissez par cœur. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire un avocat qui parvient à déstabiliser le président au point qu'il renonce à poursuivre le procès, jamais vu. Vous non plus, on est d'accord? Avant ça, non. Ouais. Déjà, il faut dire que Maître Ripert est un excellent avocat qui connaît la procédure pénale et toutes ces choses trappes sur le bout des doigts. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de talentueux et c'est vraiment quelqu'un qui est un expert en termes de procédure. Mmh. Donc, en fait, ce qu'il a fait pendant les 2 premiers jours du procès du mois de février, c'est qu'il a utilisé tout ce que le Code de procédure pénale mettait à sa disposition, mais... Voilà, les parties civiles ont appelé ça, à l'issue des 2 jours, du terrorisme judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait, comme le code le lui autorise, un tas de demandes, des demandes de renvoi, des demandes de supplément d'information, des demandes de mise en liberté et des demandes d'actes, c'est-à-dire que lorsqu'une demande était déposée, n'était pas satisfaite par la Cour, il demandait qu'on prenne acte, ce qui supposait une suspension de séance, des rédactions de conclusions, des plaidoiries sur ces conclusions, une nouvelle décision de la Cour, et ainsi de suite. Donc c'est une forme, ça a été considéré, en tout cas, je pense par le président, mais qui ne pouvait pas s'exprimer, mais notamment par les parties civiles, comme une forme de jusqu'au boutisme procédural. C'est un peu ce qu'on appelle une défense de rupture, c'est-à-dire que ça consiste à parler de toute autre chose que du fond du dossier, quoi. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière. Parce que je fais le parallèle, parce que Ripert, bon, ça a été un avocat de la gauche prolétarienne, il a défendu des terroristes d'Action Directe, etc. Je fais le parallèle avec Vergès, qui a à peu près le même parcours, c'est-à-dire que c'est un peu ce type de manière de concevoir le métier d'avocat, quoi. Dans la rupture, pas dans la connivence avec le dossier. Ah non, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas dire à propos de Maître Ripert, c'est qu'il est dans la connivence avec les magistrats. Non, ça c'est une certitude. Mais il laisse entendre que le président est partial parce qu'il pose des questions qui semblent indiquer qu'il est déjà convaincu de la culpabilité de Denis Suarez. Vous avez trouvé, vous, qu'il était comme ça, le président ? Vous voulez pas vous fâcher avec le président ? Non, c'est pas ça. C'est que chaque personne, chaque président est différent. Certains laissent transparaître ce qui, j'ai pas jugé c'est bien ou c'est pas bien, on va dire le fond de leur pensée, mais pas en l'exprimant, dans la manière de poser les questions, et d'autres parviennent à rester d'une neutralité absolue. Après, voilà, l'être humain est ainsi fait que si le président pouvait déjà avoir, non pas une certitude, mais une intuition ou un avis, peut-être que ça s'est vu. Après, très clairement, l'objectif de Maître Ripert, pour moi, je ne suis pas dans sa tête,
c'était de mettre la pression. D'ailleurs, Mais ça sert à quoi de faire ça? Parce que au final, en dehors de perturber le déroulement du procès, ça apporte quoi dans la défense de sa cliente? D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'était 4 avocats à la défendre, les 3 autres n'étaient pas vraiment d'accord avec cette stratégie. Hein. Alors, sur le premier procès, il n'était que 3. Oui. Il y avait donc Maître Vernet, qui était l'avocate historique de Madame Suarez. Il y avait ensuite Maître Saint du barreau de Lyon et donc Maître Ripper du barreau de Grenoble. Et lors du second procès, s'est ajouté Maître Rebstock du barreau d'Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Mais ils n'étaient pas vraiment d'accord avec cette stratégie de rupture. Alors, lors du second procès, on assistait parfois aux suspensions d'audience, à des explications pas musclées, mais on sentait bien entre eux. Voilà, que tout le monde n'était pas d'accord tout le temps sur la stratégie à mettre en œuvre. Parce que au deuxième procès, Ripper continue, on me raconte une scène que j'ai pas pu retenir, on fait venir le directeur d'enquête, c'est très courant dans les procès d'assises, et il lui pose des questions pendant 8 heures d'affilée. Alors, ça de mémoire, c'était au premier procès. Premier procès, d'accord. Au premier procès, le directeur d'enquête est resté 8 heures à la barre. Et c'est justement en fait ça qui a amené la fin du procès, parce que Maître Ripper, qui reformulait souvent les questions lorsque les réponses ne lui convenaient pas. C'est-à-dire les questions qu'il avait déjà posées. Des questions qu'il avait déjà posées. On avait déjà pris quasiment avec les questions de procédure une journée de retard sur le déroulement, et ça a amené le président à dire à Maître Ripper qu'il ne l'autorisait plus à poser des questions si c'était pour reposer les mêmes questions formulées différemment. Et c'est ce qui a amené Maître Ripper à formuler des conclusions demandant la révocation du juge en disant qu'il était partisan, du président, pardon. Et c'est ce qui a amené le président d'une certaine manière à jeter l'éponge parce qu'il a le sentiment que c'est plus possible. Mais il y avait déjà eu, c'est pour ça aussi qu'on peut se demander s'il n'y avait pas eu une forme de préparation un peu plus tôt. Il y avait déjà eu un incident dans la semaine qui avait précédé. Entre ce président et Ripper. Entre ce président et Maître Ripper sur un autre procès. Bon, il faudra que vous me le présentiez un jour, ce Maître Ripper. Il me plaît bien. Hein il m'a l'air tout à fait sympathique. Je vous remercie infiniment. Je voudrais vous dire aussi que c'est grâce au travail que des gens comme vous font sur le terrain que souvent, nous, à l'autre bout, à Paris, on est capable de raconter notamment des procès. Aujourd'hui, au Dauphiné, par exemple, Fabrice Margueillan, vous couvrez systématiquement tous les procès d'assises. Je trouve que moi, je ne suis plus au service fait divers justice. Oui. Mais dans les différentes directions départementales, il y a des journalistes spécialisés qui font les faits divers et la justice. Et on va dire que la plupart, voire la totalité, sont couverts, oui. Eh bien, merci. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça, parce que, disons-le honnêtement, il n'y a plus beaucoup de journalistes qui suivent des procès d'un bout à l'autre, hormis les journalistes de la presse régionale. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Attendez, ne partez pas, j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous aimez les histoires incroyables. Vous connaissez celle de l'avocat qui a reçu par la poste une oreille coupée? Vous pouvez l'écouter dans le podcast Mon client et moi. Des avocats reviennent sur les affaires criminelles qui les ont les plus marquées, qui ont changé leur vie. Alors écoutez les nouveaux épisodes, c'est simple, il suffit de taper Mon client et moi dans votre application de podcast favorite et de vous abonner. Je vous laisse découvrir.